Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous faisiez bien partie de la société? Ne vous êtes-vous jamais battu contre l'opinion de la majorité pour réaliser un rêve ou prouver à tout le monde que vous étiez capable de tout? Si oui, vous êtes comme notre héroïne d'aujourd'hui, tel un rat au milieu des chats, tel une antilope au milieu des lions, tel un lapin au milieu des renards. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du lieutenant Judy Hopps de la belle ville de Zootopie. Zootopie est donc... 2 secondes. Oui, alors, juste pour vous dire, j'ai la voix un petit peu défoncée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, et en plus de ça, je vais copier allègrement un youtubeur en prenant un bon verre de grenadine citronnée. Merci pour cette découverte, franchement, c'est l'une de mes boissons préférées, j'arrête pas d'en boire depuis que je l'ai découvert, c'est fou. Donc, voilà. Au moins c'est dit, aujourd'hui ça va être un épisode tourné un petit peu, ou plutôt enregistré un petit peu à l'arrache, désolé. En même temps, je suis crevé, je suis en plein milieu des vacances, mais je bosse comme pas possible. Donc, voilà, au moins vous êtes prévenus, si je bois un coup, etc., je vous le dirai. Ça va être tranquille, j'ai tout écrit comme d'habitude, hein, je vais suivre mon texte. Mais bon, j'ai envie d'être tranquille pour cet enregistrement, voilà. Donc, on va parler de Zootopie. Zootopie, c'est un film produit par la fameuse société Walter Disney Pictures, réalisé et scénarisé par Brian Howard et Rich Moore. Il a été produit par John Lasseter ou Lasseter, je sais pas, en producteur exécutif, et comme producteur général Clark Spencer. Ça fait beaucoup d'informations pour pas grand chose, oui, parce que effectivement c'est pas ça qui vous intéresse, non. Mais ce qui vous intéresse, c'est le film qui a réalisé toute cette petite équipe. Déjà, le film a explosé les ventes au box-office avec un total de 1,2 milliard de dollars mondialement pour 600 millions en dehors des États-Unis. Ça veut dire qu'il a quand même fait la moitié de son chiffre à l'intérieur des États-Unis, ce qui est franchement pas mal. Donc, ce film d'animation est réalisé avec soin par des gens passionnés. Et ça, je peux vous dire, ça se voit. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans les points positifs et points négatifs à la fin de la vidéo. Donc, on va passer vite fait au résumé, comme ça, vous êtes au courant un peu de ce que c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Va y avoir une zone spoiler, donc je vous avertirai quand et je vous dirai d'aller à tel timecode. Pour une fois, je l'afficherai dans l'écran. Oh, c'est fou. Donc, mais bon, franchement, le spoil, moi, ça ne dérange pas. Je sais pas vous, mais il paraît que ça dérange des gens. Bon, très bien. Je vais boire un coup avant de passer au résumé. Et oui, on refait pas une équipe qui gagne. Désolé, ce bruit est dégueulasse. Donc, Zootopie raconte l'histoire de Judy Hopps, qui dès l'enfance aime faire respecter la justice. Mais j'ai pas vraiment présenté le monde entier en lui-même. Je parle directement du personnage et du résumé du film, mais ils ont basé un univers vraiment étendu, enfin, un grand univers, pas un univers étendu comme à la Star Wars, mais un grand univers pour ce film. Donc, c'est un monde qui ressemble au nôtre. Bon, le problème, non. La différence au nôtre, c'est qu'il est rempli d'animaux, donc avec des différences sociales, et principalement entre les prédateurs et les proies. Donc on a un petit lien en racisme, on y reviendra à la fin, encore une fois, dans les points positifs, négatifs, etc. Donc Judy Hopps, c'est un lapin et qui décide de devenir policier, un job qui est habituellement prévu pour les forts, grands et solides prédateurs. Ses parents ont beau être réticents, elle arrive à devenir policier, elle est engagée dans la mégalopole de Zootopie. Je crois bien que c'est la première policière, je sais pas si ça se dit, le premier animal policier qui soit aussi petit et qui soit sur le terrain. C'est pas pareil. Donc, Zootopie, oui, elle débarque à Zootopie, c'est une mégalopole comme je l'ai dit, c'est une très grande ville, voilà. Donc, alors dans cette ville, il y a les prédateurs et les proies qui vivent en paix. Tout est adapté selon la taille, la façon de vivre de ses habitants. Ça veut dire qu'on a déjà une différence avec notre société aujourd'hui, c'est que tout le monde se respecte, enfin, un maximum de gens essayent de se respecter. Le gouvernement fait en sorte que oui, et surtout on essaye d'adapter comme on peut pour un maximum de gens. Ce que dans notre société aujourd'hui, mais je vais pas m'avancer sur ce terrain-là, dans notre société évidemment c'est pas toujours le cas. Bon, à son arrivée pourtant, la vie, elle semble un peu moins héroïque que ce qu'elle s'imaginait, Judy. Surtout lorsqu'elle... j'arrive pas à parler, désolé. Vous voyez, je suis crevé. Surtout, alors, Judy, elle a une vie qui est pas aussi rêvée qu'elle croit dans Zootopie, car déjà sa première mission c'est de distribuer des PV, alors que on est sur une grosse affaire de plusieurs prédateurs qui ont disparu. Je crois qu'il y en a
Il y a une quinzaine de dossiers, un truc comme ça. Je l'ai noté quelque part, de toute façon ça arrive. Donc elle est en train de distribuer des PV, mais son tempérament qui est assez débrouillard, actif et surtout altruiste vont faire qu'elle va réussir à accéder à l'un des dossiers les plus importants de Zootopie. Voilà, j'y arrive, donc les 14, pas 15 excusez-moi, dossiers d'animaux qui ont disparu sans laisser de traces. Et elle s'allie à un renard du nom de Nicolas Wilde. Et attention, c'est la zone spoiler. Voilà, donc à l'écran va s'afficher un petit timecode. Je vous laisse un peu de temps pour y aller. Ok. Donc, évidemment, ils vont faire leur enquête un petit peu. Et alors qu'ils entrent enfin à l'endroit où sont enfermés les 14 animaux, donc tous au même endroit, ils se rendent compte, car oui, ils ont été enlevés, ils se rendent compte donc que le maire, un lion qui est très charismatique, est derrière tout ça. En réalité, les 14 animaux sont devenus bizarrement fous et se sont mis à attaquer des gens et redevenir sauvages. Chose bizarre, ce ne sont que des prédateurs, comme je l'ai dit avant. Le maire donc n'est visiblement pas au courant de ce qui se passe, mais il est quand même arrêté parce que il fait partie de l'enlèvement. Donc le plot twist, c'est surtout ça le spoiler. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça peut passer. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un écho de fou, enfin une résonance de fou. Je suis dégoûté. Peut-être devoir le réenregistrer. Tant pis. Donc, oui, un petit plot twist. Hein. En réalité, c'est l'adjointe au maire qui se fait victime depuis le début, un petit mouton. Vraiment, c'est un mouton. Donc c'est l'adjointe au maire qui a décidé de rendre fou plusieurs animaux prédateurs qui n'avaient pas au premier abord un aspect sauvage du tout. Mais l'adjointe, qui est bien évidemment très raciste, a décidé de les empoisonner pour que toutes les proies se liguent contre les prédateurs encore innocents. Et elle y arrive. Chose rare pour un méchant de Disney, comme pour Stealing the Sun, c'est pas toujours que le héros arrive à faire ce qu'il veut, arrive à son objectif. Généralement, le gentil l'arrête avant. Le héros. Je voulais dire le méchant, excusez-moi. Le héros arrête le méchant avant qu'il ait atteint son objectif. C'est assez rare dans les Disney, donc Link the Sun en a parlé dans les méchants Disney, il me semble. Donc comme ça, voilà, c'est un point culture. Mais faut pas s'inquiéter. Jody et Nick réussissent à trouver le poison original, à arrêter l'adjointe devenue mère entre-temps, et à montrer au monde que les prédateurs n'avaient aucune raison de devenir comme ça, naturellement, et donc que les proies n'ont rien à craindre, et surtout Shakira chante à la fin. Oui, alors comme ça peut sembler bizarre, mais elle fait sens. Non, c'est vrai, Shakira fait plusieurs caméos dans le film, en fait, c'est carrément un personnage à part entière, sous le nom de Gazelle, et elle chante. En gros, c'est ça, et elle joue un petit peu la starlette. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'autodérision de la part de Shakira, et je trouve ça vraiment intéressant. Et évidemment, pour les musiques du film, c'est principalement du Shakira. Donc, je vais passer au personnage maintenant, histoire de vous présenter un petit peu. Donc, on a Jody, hein, évidemment, c'est le lapin flic qui est l'héroïne. Elle est accompagnée de Nick Wilde, un renard qui est arnaqueur, mais à grand cœur. J'étais trop content de la trouver, celle-là. Donc, Nick Wilde va aider Jody dans son aventure et lui faire ouvrir les yeux sur des éléments décisifs. Donc, il ne sert vraiment pas à rien, il est vraiment très intéressant. Ces deux personnages sont très complémentaires. On peut citer, en plus d'eux, les parents de Jody et un autre renard qu'elle connaissait en étant enfant, mais bon, c'est pas non plus les personnages les plus intéressants à retenir. Ils sont quand même là pour... c'est un petit peu des personnages fonction, mais qui fonctionnent très bien. Car Disney fait ça très bien. Donc... les personnages les plus marquants à mon sens, c'est évidemment les héros, mais c'est aussi ceux qui sont les plus drôles et qui servent le récit tout en... ça nous fait rire quoi, c'est vrai, ils sont enfin pas charismatiques, mais comment vous dire, ils sont assez cool pour qu'on puisse les suivre. Et ça, c'est un avantage certain pour ce film. Alors déjà, on a des références au parrain, évidemment à Shakira comme j'ai pu l'expliquer avant avec Gazelle, mais le parrain qui... Son apparition en parrain, vous avez kiffé, franchement. Hein. On a les voisins de Jody, donc eux, je crois que c'est 2 élans ou 2 caribous, je sais pas trop exactement, qui en fait, vous savez, le cliché comme quoi, quand on arrive dans un immeuble, les voisins ils sont ultra chiants, etc. Là c'est ça, et en fait ils disent ouais salut, on est chiant, on aime personne, allez vous faire voir quoi. En gros c'est ça. Ils arrêtent pas de rabaisser Jody, mais des fois ça peut lui faire ouvrir les yeux. C'est vrai, alors que certaines personnes se diraient plutôt tiens, elle est déprimée, on va essayer de faire en sorte qu'elle aille mieux. Eux c'est tellement des enfoirés qui disent tu mérites de mourir, t'es une sous-merde. Et du coup Jody elle va pas apprécier ça et bam, elle va vouloir se rebeller entre guillemets, elle va pas aller des castagniers, mais elle va vouloir se montrer à la hauteur. Et ça c'est quand même un élément qui est plutôt sympa. Ensuite on a Flash, donc lui c'est le fonctionnaire. Alors, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu 95% de
qui est Flash. Mais c'est pas le plus important, parce qu'en fait, la fin, elle est très drôle. C'est-à-dire, petite zone spoiler, c'est juste un running gag dans le film, hein, mais c'est drôle. Alors que dans le gag du fonctionnaire, il est très lent, parce que c'est un paresseux, il est très lent, il met du temps, etc. À tel point que, alors qu'ils ont que 48 heures pour faire une affaire, un truc comme ça, ils mettent la moitié de l'après-midi à juste retrouver une voiture selon une plaque d'immatriculation, à cause de lui, et un peu à cause de Nick Wilde aussi. À la fin du film, tout à la fin, je sais même pas si c'est post-générique, mais peut-être juste avant, en fait, on voit Jodie et Nick, une fois qu'ils sont bien, parce qu'ils ont arrêté le méchant, tout ça, blablabla, ils arrêtent un conducteur qui va beaucoup trop vite, mais un truc de fou, et en fait c'est Flash. Et tu te dis, waouh, d'accord, je comprends pourquoi il s'appelle Flash. Le gars va super vite en voiture, mais un truc de fou. Donc, et ensuite, ouais, il y a 2-3 autres personnages, même à côté, Flash fait pas le figure. On a le bison hippie nudiste. Déjà là, vous devriez rigoler. Mais le bison hippie nudiste, en gros, c'est un personnage, à un moment, il cherche des renseignements. Et en gros, le bison, il va faire ah ouais, mais moi, j'ai pas de mémoire. Donc, on va demander à l'éléphante qui est dans un sauna, enfin, c'est une aire pour les nudistes, où ils ont le droit, bon, tant mieux. Hein. Donc, on va demander à cette éléphante. Elle va pouvoir nous aider parce que les éléphants ils ont une bonne mémoire. Donc on part sur un cliché. Et le truc c'est que l'éléphante elle est en train de faire son yoga à poil et elle est en train de dire moi j'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et l'autre en fait il fait mais si souviens-toi ce personnage qui était de telle taille, les cheveux comme ça, etc. En fait il donne plein de détails qui sont décisifs à l'enquête. Et je trouve ça très intéressant. Ils ont pris un cliché de base des éléphants en disant ils ont une bonne mémoire. J'ai pas vérifié si c'est vrai ou quoi, hein, c'est juste le film qui fait ça. Et en fait, ils l'ont carrément détouré, mais d'une manière, c'est tellement drôle, mais cette scène, elle m'a fait rigoler, mais à l'extase. Franchement, c'est excellent. Et surtout, on a les hamsters fonctionnaires. Vous voyez l'image des fonctionnaires qui sont tous habillés en costume avec leurs mallettes, etc. Les hamsters, c'est ça, c'est-à-dire les hamsters, ils se suivent tous et ils font une boucle en fait dans leur vie, à croire qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne font pas autre chose. Donc le matin, ils se lèvent, ils vont au bureau. Ils prennent tel bus ou quoi, j'en sais rien, pour y aller, et en fait ils se suivent à la queue leu. Et c'est assez sympa. Et en fait du coup il y a 2-3 fois où ça va être pris en dérision, c'est-à-dire un moment Nick et son acolyte au tout début du film, donc c'est des arnaqueurs, donc ils essayent d'arnaquer d'arnaquer les fonctionnaires, donc les hamsters pour avoir du fric. Et en fait ils vendent des glaces qu'ils ont fait de façon totalement illégale, mais ça on s'en fout. Et en fait ils vendent des glaces et on voit des hamsters commencer à sortir du bureau, partir dans une direction, et là il y en a un qui renifle l'odeur de la glace et qui va dans l'autre direction. Et du coup, tous ceux qui étaient derrière lui le suivent. Et donc, lui il paye, il prend sa glace, il jette le bout de bois. Celui qui avait derrière paye, il prend sa glace, jette le bout de bois, etc. Et ils font ça à la queue leu. Et du coup, tu m'étonnes qu'ils se fassent du fric avec ça, les mecs. Ils exploitent des esprits faibles. Pas parce qu'ils sont fonctionnaires, parce qu'ils sont hamsters, c'est leur rôle, c'est une fonction. Hein. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup je suis désolé si ça paraissait un petit peu confus, hein, dans ma tête, ça paraît mieux, en même temps j'ai vu le film il n'y a pas longtemps. Je regarde toujours une œuvre plusieurs fois avant de vous la présenter, quand même un minimum. Minimum de professionnalisme, monsieur. Et oui. Non bref, tous ces personnages sont vraiment très drôles et surtout servent le récit, c'est fou. Disney est très doué pour ça, c'est-à-dire ils font toujours des personnages qui sont pertinents. Les personnages qui ne sont pas pertinents, à la rigueur, ce sont des figurants. C'est-à-dire à un moment, Judy doit poursuivre un voleur pour prouver ce qu'elle vaut. Bon, elle a réussi à l'arrêter, mais surtout, au passage, elle sauve la vie je sais pas, ça doit être un opossum qui ressemble un peu à un hamster, mais pas un hamster. Bref, qui sort d'une boutique et c'est une petite demoiselle qui est toute mimi. Et c'est dans un quartier de gens minuscules, parce que la ville est adaptée pour ça. Et en fait, en lui sauvant la vie, elle se rendra compte que plus tard, ça va servir le récit, que ça va être décisif. Donc, c'est le principe qu'on peut appeler le fusil de Tchekhov, il me semble. Au cinéma, donc en fait, c'est Tchekhov a dit si dans le premier acte ou dans le deuxième acte d'un film, il y a un fusil accroché sur le mur et que vous le montrez clairement, que c'est pas juste un objet pour décorer, alors ce fusil doit servir pour, si c'était le premier acte, pour le deuxième acte, et si c'était le deuxième acte, pour le troisième ou quatrième acte, en fonction de comment vous avez construit votre film, mais il doit servir plus tard. Donc c'est un procédé qui est logique, bon de sens, et surtout, parce que oui, on va pas montrer, tiens, il y a un fusil sur le mur, il sert à rien.
Après, tu m'étonnes que les gens peuvent se sentir un peu bizarre, mais quand Chekhov l'a énoncé clairement, ça a presque révolutionné le truc, hein, franchement. Mais bref, tout ça pour dire que Disney maîtrise très bien cet art, et c'est vraiment un truc de fou. Disney est vraiment une société. J'ai l'impression que c'est une société de passionnés, une société de production de passionnés, c'est vrai. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail de Disney. Si je dois encore présenter d'autres films, que ce soit d'animation ou non, il y aura très certainement des Disney dedans. Parce que bon, ça fait partie de ma culture. Et donc, de toute façon, un moment, je parlerai bien de la compagnie Disney en entier. Je pense que ce sera peut-être avec les nouveaux héros, si je fais une chronique dessus. Spoiler? Spoiler. Bref. Là, on va passer un petit peu à ce que j'ai pensé du film, même si je l'ai un petit peu énoncé tout au long. Vous doutez bien que je l'ai beaucoup aimé. Bref, déjà, le design des animaux et la réalisation visuelle est absolument magnifique. C'est vrai, ça me rappelle beaucoup Kung Fu Panda 3 qui a beaucoup misé là-dessus. Pas tout, hein, mais beaucoup. Allez voir Kung Fu Panda 3 au passage, c'est vraiment formidable. Mais bref, Zootopie, il me semble, je sais pas si c'est une rumeur, si c'est vrai, si c'est faux ou quoi, parce que c'est un pote qui me l'a dit, mais que ce soit une rumeur ou pas, ça prouve bien quand même que le film est merveilleux. C'est-à-dire, mon pote m'a dit... dans Zootopie, c'est fou à tel point ils ont bien fait leur truc parce que les poils de tous les animaux, enfin des principaux personnages, ont tous été numérisés poil après poil en fait. Donc bon, il l'a annoncé plus clairement, j'ai essayé de rapporter un discours qui passe d'il y a 3 mois, mais bon. Bref, quand il m'a dit ça, bon, j'y ai pas cru, je dois bien l'avouer, j'ai pas vérifié cette info et surtout ne le prenez pas à 100%, mais ça veut quand même dire que le film a fait un énorme travail sur le design. Et effectivement, il est beau, il est vraiment magnifique. Et en plus de ça, le récit sert très bien ça. On dirait, c'est une pièce de théâtre en fait. C'est-à-dire, non, en fait, c'est une pièce de théâtre aussi parce que les premiers moments du film où l'histoire commence, c'est une pièce de théâtre avec Judy. Et les derniers moments, c'est une pièce de théâtre avec Judy. Sauf qu'il y a toute une évolution avec. La première fois, c'est quand elle était enfant. Et la deuxième fois, tout à la fin, donc, pour le dénouement final, c'est quand elle est adulte. Et ça sert le récit. C'est pareil, pistolet de Tchekhov, revolver, fusil, je m'en fous. Mais c'est quelque chose qui est vraiment formidable, en fait. Disney, je suis désolé, Disney est vraiment une compagnie de production incroyable, quoi. Bref, c'est un film qui est très bon sous tous les aspects. Et franchement, il y a peu de mauvais points. Ils sont mineurs. Et franchement, le message est assez clair et louable. Bon, je vais essayer de trouver un point négatif. Mais un point d'extrême mauvaise foi. C'est simple. Mais juste un. Voilà. Un. Histoire de dire. Parce que j'ai pas forcément d'amélioration à apporter sur ce point-là. Parce que je vois pas comment l'améliorer. Sinon, le film aurait été différent. Mais genre, vraiment. Ça aurait pas du tout été le même message. C'est-à-dire... Dans le film, il y a un message politique qui est sous-entendu, voire même complètement avoué, mais je trouve, c'est de la mauvaise foi, qu'il aurait pu être un tout petit peu plus mis en avant. J'aurais bien aimé qu'il le soit un peu plus, mais c'est complètement subjectif. Bon, oui, forcément, c'est une critique ce que je fais, mais c'est de la mauvaise foi complète, c'est-à-dire... Putain, on s'en fout qu'ils soient un petit peu plus mis en avant. Déjà, il est assez bien mis en avant comme ça. C'est même pas un point négatif au final. C'est juste parce que il faut bien trouver des points négatifs de temps en temps, quoi. Je sais pas. Enfin bref, je vois pas de solution à ça, évidemment. Et franchement, est-ce qu'on peut vraiment classer ça dans les mauvais points? Non, je sais pas. Moi, j'ai c'est à vous d'en décider quand même, hein. Bref, le film passe des messages c'est un film de tolérance, voilà. Que ce soit pour les homosexuels, parce que d'ailleurs les voisins de Judy, beaucoup de théories sur internet disent ils sont homosexuels. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans des Disney, etc. Dans des gros films, parce que je sais que Disney a produit des séries où dedans ils mettent en avant des personnages lesbiennes, gays, bi, trans, etc. LGBT. Bref. Mais là, du coup, dans des gros films, c'est peut-être un petit peu moins mis en avant pour essayer de faire un max de score au box-office. Mais que ce soit pour ça, niveau LGBT, etc., hein, je vais pas tout faire non plus, que ce soit au niveau de la différence du racisme, etc., c'est un film de tolérance qui est beau, qui sert très bien le message, et surtout, je pense que vu le nombre d'enfants qu'il y avait dans la salle, je suis triste qu'il n'y ait pas eu plus d'adultes. Alors, je sais pas, je l'ai vu une fois au cinéma, et après, bon, j'ai vu une fois au cinéma, je n'ai pas repayé 3 séances pour le voir, parce que au final, je crois que je l'ai regardé 3 fois, et franchement, à chaque fois, j'ai beaucoup aimé, quoi, c'est fou. Mais le film, il y avait énormément d'enfants dans la salle, donc d'un côté, c'est rassurant, parce qu'on se dit, au moins,
ils vont avoir un message de tolérance, et surtout, je pense que ça va les marquer. 2 secondes, je bois un coup. Donc un message de tolérance qui va les marquer. Et, et là où je suis un peu plus triste, c'est que j'ai pas vu beaucoup d'adultes. Alors, je me souviens plus quel jour c'était, mais il y a moyen qu'en fait ce fut été un jour où de centre aéré. Genre pendant les vacances ou un truc dans le genre. Parce que je voyais peu d'adultes pour accompagner tous ces gosses, donc il y a moyen que ce soit uniquement que j'ai l'impression qu'il y ait plus de gosses que d'adultes qui ont vu ça ou d'ados. Parce que effectivement j'étais dans la salle avec des gosses, peut-être pour un centre aéré. Mais bon, déjà c'est une bonne initiative de la part du centre aéré, parce que message de tolérance, tout ça, etc. Même si c'est juste pour distraire les gosses, au fond. Mais surtout, si c'est le cas, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu plus d'adultes et plus d'ados, parce que, waouh quoi. Franchement, le film, même imaginez que vous êtes le plus raciste possible. Tu sais quoi, vas-y, j'atteins le point Godwin. Imaginez que vous êtes Adolf Hitler. Carrément. Et ouais, Adolf Hitler, devant, il pleure. Et ouais. Bon, il y a... Si, allez, le message écolo est pas complètement là, mais il est là quand même. Il y a quand même une notion un peu recyclage, faut faire gaffe, faut pas polluer les rues. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, le film est magnifique. Adolf Hitler pleurerait devant et dirait à tous les juifs désolé. Voilà. Ce qui serait déjà pas mal en soi. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça. On se retrouve juste après le générique pour que je vous parle des 2 musiques que j'ai choisies pour cet épisode. Allez, à tout de suite, générique maestro. Et on se retrouve après ce petit générique pour vous parler de King Kong 5 de la Mano Negra, qui est dans leur album Putas Fever. Alors c'est une musique qui est vachement punchy, qui met la forme dès le matin, franchement. Le problème de Mano Negra, et encore un problème, c'est un problème aujourd'hui, mais enfin vous savez, pendant une certaine période, dans les années 90, début 2000, les musiques étaient assez courtes, genre 3-4 minutes, et même aujourd'hui ça arrive pour beaucoup de musique pop. Moi les musiques que j'écoute c'est des musiques qui durent assez longtemps. Et moi ça m'a un peu choqué parce que là King Kong 5 dure un truc genre 3 minutes, peut-être 4. Et pour moi c'est très court franchement. Mais c'est le seul problème que je lui donnerais, et surtout, je veux dire, la Mano Negra, là, ils ont fait un album Putas Fever de 15 chansons, donc comparé à certains artistes que je ne citerai pas, qui sortent 3 chansons par album, qui font 3 minutes, franchement, allez-y, foncez. Déjà, la quinzaine de titres qu'il y a dedans, c'est des bons titres, c'est-à-dire, on a un album qui est ultra bien fourni, et en plus, King Kong 5, moi je kiffe dessus. Voilà. Et la deuxième, elle est un petit peu plus poétique, un peu plus mélancolique, c'est Des armes de Noir Désir, qui appartient à leur album Des visages et des figures. Alors, c'est pas ma musique préférée de Noir Désir, mais les paroles, elles sont magnifiquement travaillées en fait. Bertrand Cantat, sur le coup, enfin il me semble que c'est lui qui a écrit les paroles, il a fait vraiment un travail de poète. La musique, en plus de ça, accompagne très bien le sous-texte, ce qu'il a voulu dire. Donc c'est une musique, faut foncer. En fait, je vous conseille Des armes de Noir Désir de leur album Des visages et figures, certes, mais je vous conseille avant tout Noir Désir. C'est vrai. J'ai des albums préférés, certes, mais je pourrais pas dire quelles sont mes chansons préférées. C'est-à-dire, mes albums préférés, c'est Des visages et des figures et 666 667 clubs. Je pense qu'il faut le lire en anglais, mais franchement, j'avais un peu la flemme, je vous avoue. Mais bon, après, tous les albums sont bons. Toutes les musiques, pour la plupart, sont bonnes. Il y en a peut-être une ou deux que j'aime pas, mais bon, ça c'est une différence de goût, hein, vous savez quoi. Mais franchement, foncez. Si vous aimez les belles paroles, si vous aimez la mélodie qui apporte bien et qui porte le texte et le sous-texte, franchement, foncez. Voilà. Bon, j'en ai fini pour aujourd'hui avec un épisode, si je me suis pas bien trompé, un peu plus court que les derniers en date. Ouais, là j'en suis à 25 minutes d'enregistrement. Les derniers, ils en étaient à 27 minutes, 30 minutes. Donc ça va, je suis dans les temps. J'espère. Bref, vu que ce coup-ci, je vais éviter de faire un hors-sujet final. En vrai, il aurait été vachement plus long. Déjà parce que j'ai pas d'idée de quoi parler, ni niveau actu ou quoi, mais ni de ce qui me touche, ni j'ai pas le temps. Enfin, on va dire que voilà, je vais vous proposer un épisode light.
Yagami. Mais bon, bref, merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez jamais de faire en sorte de réaliser vos rêves et de la manière la plus spectaculaire qu'elle soit, car à cœur vaillant, rien n'est impossible. Bon, cette maxime populaire n'est évidemment pas de moi, elle est assez connue comme ça, mais elle sert bien le propos, je trouve. Pas vous? Bref, parlez-moi. Putain, j'ai mal formulé cette phrase. Parlez-moi en commentaire, voilà. Et n'hésitez pas à en discuter, c'est vrai. C'est comme ça qu'on peut faire évoluer notre manière de penser en discutant, en partageant. Faut pas éviter. Bon, j'en ai fini et à la prochaine tout le monde. Salut!